Salut à tous et bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale voiture à moins de 3000 €. C'est une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur car pendant très longtemps j'avais ce budget là pour acheter une voiture. Je peux vous garantir que j'en ai acheté un paquet et que pour l'instant j'ai pas été déçu. Alors évidemment pour ça il faut faire une sélection avec certains critères. L'avantage c'est que grosso modo on a à peu près tous les mêmes. On part de base sur une voiture relativement récente ou tout du moins le plus récent possible pour offrir un minimum d'équipement, de confort et de sécurité comme l'airbag, la direction assistée, etc. Je tire donc volontairement un trait en dessous des années 2000. Il faut bien trouver une date. Et ensuite un deuxième critère qui est la sélection des véhicules les plus fiables et les plus répandus possibles. L'avantage d'avoir une abondance de modèles équivalents, c'est qu'on peut négocier les prix, on peut comparer et on a plus de chances de pouvoir trouver des pièces détachées. Alors petit rappel, même si ça peut aller sans dire, un véhicule de plus de 10 ans voit le prix de sa carte grise divisé par 2. Et qui dit véhicule ancien avec faible valeur dit assurance relativement abordable. Alors dans ma sélection, il y en aura évidemment pour tout le monde, que ce soit les couples, les familles, les petits artisans et ceux qui ont envie d'une voiture un petit peu fun. Sans aller chercher dans la sportive à ce prix là, c'est compliqué. Alors mon dernier critère le plus important évidemment c'est le kilométrage. J'ai tiré volontairement un trait en dessous des 150 000 km. Attendez. Alors avant de sauter au plafond, 150 000 km aujourd'hui ça ne veut plus dire grand chose. Pour avoir parlé à quelques mécaniciens, je peux vous dire qu'il vaut mieux une voiture de 150 000 km qui a été bien entretenue qu'une 200 000 qui a été négligée. L'avantage de cette légende urbaine là, c'est que les prix en général sont sacrifiés. Il suffit d'être vigilant et intransigeant. En clair, dans tous les cas, on ne change pas les bonnes habitudes. Et si on approche des 150 000 km, il faut juste penser à vérifier tous les consommables. En 3 clics sur internet, vous avez toute la liste. Dernière petite chose avant de démarrer ma liste par catégorie. J'ai volontairement pas fait le distinguo entre les essences et les diesels, car chacun a son usage et son utilité. En résumé, un moteur essence s'abîmera moins sur les petits trajets mais consommera un petit peu plus, mais sera moins cher à l'achat. Et inversement pour le diesel. On commence par les micro-citadines. On commence par un grand classique, la Citroën C1, que je range volontairement avec la Toyota Aygo, c'est les mêmes. L'avantage c'est qu'elles consomment rien, mais qu'elles font énormément de bruit dès qu'on roule un peu vite. On passe ensuite chez Volkswagen avec la Fox. Elle fait un petit peu mieux en termes d'habitabilité, mais comme elle n'a pas bien marché, les prix sont très attractifs. On passe ensuite à l'éternelle Twingo. L'avantage c'est qu'elle a plus rien à prouver, elle a une excellente habitabilité, mais justement, les gens ont tendance à la vendre un petit peu cher. On passe ensuite à la Citroën C2, qui a l'avantage d'avoir un excellent agrément de conduite avec le très bon Elite 4 HDI, mais les places arrière sont vraiment ridicules. On passe maintenant aux citadines traditionnelles. On commence donc avec la 206. Comme c'est le gros succès de Peugeot et à juste titre c'est une très bonne voiture, vous en trouvez énormément. Et du coup comme la Twingo, sa réputation fait un peu monter les prix je trouve. On passe ensuite à la Citroën C3, qui a la réputation d'avoir un moteur increvable, mais qui a mon goût vraiment inconfortable. J'en ai eu une. On passe ensuite chez Fiat avec la Panda, qui est vraiment pas chère, mais qui présente vraiment comme une voiture pas chère. Puis ensuite la Punto, qui est un peu plus grande. Le gros avantage, c'est que sa direction assistée avec l'option City est vraiment très agréable. Mais question finition, là, c'est toujours pas ça. Pour l'époque, bien sûr. Vient ensuite la Clio 2, même combat que la 206. Elle a énormément cartonné à juste titre. C'est une voiture très polyvalente. Les moteurs sont réputés increvables. Mais je trouve qu'elle fait un peu trop de bruit sur l'autoroute. On passe maintenant chez Ford avec la Fiesta 2. Ce que je trouve très bien chez Ford, c'est que c'est des voitures très homogènes. Peut-être un peu trop, ça a l'air un peu fade, mais l'avantage c'est qu'on peut rien leur reprocher. C'est pas très cher et ça coûte pas grand chose à entretenir. On passe à la Polo de chez Volkswagen, la 3e du nom. Un rapport qualité-prix, finition, rien à redire. Les moteurs sont excellents. Le seul petit défaut, c'est que je la trouve vraiment ferme. Pour la Seat Ibiza, du coup, même combat, c'est jamais qu'une Polo rebadgée, on va pas se mentir. Pour ceux qui s'en foutent de l'image de marque, je vous conseille la très bonne Sandero de chez Dacia. Même avec son petit 1,4 litre essence, rapport qualité-prix, très franchement, c'est le top. Chez Opel, on a la Corsa qui a un dessin un peu plus sympa, qui a un très bon comportement routier, mais dont la direction manque un peu de précision. Pour ceux qui aiment les voitures avec un style un peu féminin, vous avez la Nissan Micra, qui est très modulable mais un peu bruyante à haute vitesse. On passe maintenant à la Renault Modus. Non, je déconne. Non, il y a trop de problèmes avec. Et ensuite, la Peugeot 207. Excellent rapport qualité-prix, la preuve, on en trouve partout. Le seul problème qu'elle a, c'est comme elle est lourde, les petits moteurs sont vraiment pénibles. Pour ceux qui ont envie d'un peu de fun, ou tout du moins une voiture qui a un peu d'âme, je vous conseille Alfa Romeo, avec la petite 147, qui reste une belle petite voiture, mais qui a quelques problèmes de fiabilité sur le JTD. On passe maintenant au berline compact, avec la traditionnelle Volkswagen Golf 4, qui est, il faut le reconnaître, une des meilleures voitures de son temps, qui a une suspension un peu spéciale. Perso, je trouve pas ça confortable. Il y a ensuite la Peugeot 307, mais dont les modèles avant 2003 restent à éviter. On passe ensuite chez Renault avec la Mégane 2, dont le design n'a pas plu à tout le monde, mais a d'excellentes qualités routières. Il faut juste faire attention à certains moteurs DCI. On passe maintenant chez Nissan avec une presque inconnue, l'Almera, qui à part être fade n'a aucun défaut. Chez Citroën, on a évidemment la C4, qui là encore n'a pas grand chose à se reprocher, si ce n'est son coffre un peu petit. On retourne chez Ford avec la Focus. Étant ancien propriétaire, je peux vous dire que c'est tellement un bon compromis que son seul défaut finalement c'est d'être fade. Et là encore pour ceux qui ont envie de faire attention à leur budget et qui s'en foutent de l'image de marque, vous avez la Logan. Bon ok elle pique les yeux, mais qui est juste increvable. On passe maintenant aux grosses berlines familiales, avec bien sûr la Renault Laguna 2. Alors attention, c'est pas la peine de m'engueuler dans les commentaires, je sais les modèles en dessous de 2005 sont absolument foireux. Mais du coup l'avantage c'est qu'il y a de très bonnes affaires pour les modèles qui suivent. Et ensuite la Peugeot 407.
C'est une excellente routière, son seul défaut c'est qu'elle n'a pas de haillons. C'est vrai que pour faxer ses bagages c'est un peu compliqué. Pour ceux qui aiment les grosses allemandes, vous avez bien sûr la Volkswagen Passat. Elle a tellement pas de défauts que finalement sa cote reste élevée. Je peux vous conseiller évidemment l'excellente Velsatis. Je redéconne, mais quel gros déconneur. À part si vous la prenez avec le moteur Nissan, futur collector. On passe maintenant au monospace. Pour ceux qui habitent en ville, je vous conseille l'excellente classe A, qui a fait un bid commercial. L'avantage c'est que vous la trouvez pas chère. L'inconvénient c'est qu'elle est moche, mais la meilleure finition de sa catégorie. Pour ceux qui veulent plus grand, vous avez l'Opel Zafira. L'avantage c'est que c'est une 7 places. Le problème se situe chez les diesels avec l'éternel encrassement de Van EGR, en même temps quel diesel ne l'a pas. En concurrent sérieux, vous avez le Renault Espace 4. Son avantage c'est qu'en termes d'habitabilité, il n'y a pas mieux. Le seul inconvénient c'est qu'il y a des problèmes de fiabilité électronique. Si vous avez chez Citroën le fameux Picasso, qui est plutôt bien conçu, le seul problème chez Citroën c'est ses suspensions un peu molles, c'est très bizarre. Vous avez en face chez Renault l'indétrônable Scénic 2. L'avantage c'est comme il y en a des centaines, les prix sont très bas. L'inconvénient c'est comme la Laguna, il y a certains DCI à éviter. Là encore, rendez-vous sur internet pour les détails. J'ai les petits utilitaires, j'en ai trouvé deux. Le Renault Kangoo, qui coûte vraiment pas cher et pas grand chose à entretenir. Par contre il supporte assez mal les grosses charges, que ce soit le petit moteur ou l'embrayage. Ou sinon vous avez chez Citroën le Berlingo, qui est lui par contre très costaud. On termine maintenant avec les petits coupés cabriolets. Alors là encore, je parle pas de sportive. En dessous de 3000 €, c'est compliqué d'avoir quelque chose d'irréprochable. Vous avez chez Opel le très beau coupé Berton Astra, qui est d'ailleurs disponible en cabriolet. Le seul défaut, c'est que la finition commence à accuser le coup. Vous avez chez Renault la Mégane 2 CC. Le seul petit défaut, c'est ses places à l'arrière qui sont un peu justes. Pour les couples, je conseille le 206 CC qu'on trouve en abondance, dont le prix est très bas, mais par contre les places arrière n'y comptez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Encore une fois, je vous rappelle, oui, on peut faire de très bonnes affaires avec ce budget-là. Je précise évidemment que cette liste est non exhaustive. Je vous invite à laisser en commentaire les modèles que j'aurais oubliés ou quelques petits détails pour les acheteurs. J'ai fait une autre vidéo très complète sur le guide achat occasion, n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner, pourquoi pas. Merci à tous, salut!